Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 mars 2022. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur, Georges Hyvernaud. Sans doute, Phonographie connaît cet auteur, car c'est grâce à Raymond Guérin, aux bons soins de Raymond Guérin, qu'Hyvernaud a été publié. D'abord, dans la revue Les Temps modernes, donc aussi remarqué également par Jean-Paul Sartre. Et il avait également, je vais voir mes petites notes, il avait également été soutenu par Blaise Cendrars et René Etiamble, que plus personne ne lit. Mais à ce propos, cette phrase qu'on entend souvent, un auteur qu'on ne lit plus. Pour ma part, la majorité des auteurs, on ne les a jamais lus. Et je suis toujours étonné quand un écrivain, un philosophe, redécouvre un auteur et affirme « c'est un auteur oublié ». L'immense majorité des auteurs passent totalement inaperçus et ce n'est pas grave. Alors, Hyvernaud, comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert il y a déjà un bon moment, grâce à André Major, dans un numéro de la Revue Liberté, paru en 1983 peut-être, ou 84, où il était question d'auteurs français oubliés, comme André Dhôtel. La Revue Liberté, que j'ai beaucoup pratiquée, et que et pour lequel j'ai eu longtemps de l'intérêt. Je dois confier aujourd'hui que je ne la lis plus. Elle est dans une phase militante. Mais dans sa longue histoire, la Revue Liberté a eu toutes sortes de périodes. Des périodes militantes, entre autres. Quand la cause nationale intéressait beaucoup d'entre nous, la Revue Liberté a participé à cet affranchissement possible, probable ou improbable, mais cet affranchissement souhaité, assurément. Et à la suite de la première défaite référendaire de 80, elle s'est repliée, je dirais, ou elle a protégé quelque chose plutôt. Elle s'est consacrée à la littérature. Personnellement, c'est peut-être la période que je préfère. Celle où on y retrouvait Gilles Marcotte, Jean-Pierre Yssénut, Jacques Godbout, pour nommer que les noms qui me viennent en tête, Jean Larose. Et c'est une période où on accordait aussi beaucoup d'attention à certains écrivains étrangers. Je songe ici à Peter Handke, entre autres. Alors aujourd'hui, bon, je ne la lis plus, pour les raisons évoquées. Peut-être que ce militantisme, qui est tout à fait respectable et souhaitable même, me rejoint moins. Peut-être. Peut-être une question de génération, mais ça, je ne veux pas le croire non plus. Parce que cette question-là de génération, personnellement, ça m'agace beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est contemporain de Dostoïevski aussi. Alors, Hyvernaud, donc né en 1902-1983, a publié très très peu, quelques livres, dont quelques-uns posthumes. Celui dont je vais vous parler ce soir, il est posthume. C'est ses carnets de prisonnier. Il a été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier pendant 5 ans. Et il a trouvé l'expérience assez détestable. C'est l'expérience de la promiscuité. D'avoir à subir le compagnonnage d'individus avec lesquels il n'avait rien de commun. Comme il dit à un moment donné, et même l'impossibilité d'avoir un moment de liberté. Je ne sais plus trop, il dit à un moment donné, même chier, on n'était pas seul. Alors, l'expérience de la séquestration en groupe, effectivement, ça doit être ce qu'il y a de plus
hormis évidemment les affrontements, les combats au corps à corps ou les armées embusquées subissant le feu des mortiers, la ville assiégée, mais peut-être l'ennui, les heures mornes, interminables, le compagnonnage, disais-je. Et me revenait aussi la phrase d'un client de la librairie, quand j'étais à Côte-des-Neiges, qui lui redoutait, une personne assez âgée, et qui lui redoutait la compagnie des personnes âgées. Et pourtant, il vivait dans un environnement fortuné, plutôt sophistiqué, et il me confiait que ce qu'il y avait de pire, c'était l'inanité des conversations, l'incuriosité de ses voisins, l'inculture, le manque d'intérêt pour l'écriture, la lecture, les choses de l'esprit, le sang de l'esprit, aurait pu dire Nietzsche. Et il était parfaitement accablé par... ce n'est pas tant, comme il disait, ce n'était pas tant les petits vieux qui le répilaient, mais cette espèce de promiscuité forcée avec des gens dont on ne partage rien. Alors forcément, je fais ici une sorte de bond. Les générations lettrées, les générations qui s'intéressent à la chose littéraire, peuvent communiquer, peuvent, même s'ils ont 20 ans, 30 ans, 50 ans de différence. Si vous partagez un amour pour, j'avance un nom ici là, qui me vient en tête, Faulkner, si vous êtes un lecteur de Faulkner de 20 ans et vous avez l'occasion, vous avez le loisir de discuter de Faulkner avec un auteur de 70 ans qui pratique son Faulkner depuis 50 ans et qui peut vous offrir quelques éclairages, eh bien là, il y a un truc transgénérationnel. La littérature permet ces rencontres entre personnes d'une autre génération. Alors, être confiné strictement au point de vue de sa propre génération, évidemment, il y a le fait de génération, on a vécu ou on a connu des choses parfois importantes, on les a connues en même temps. Forcément, c'est un point de rapprochement. Mais parfois aussi, ça peut être un point tout à fait divergent. Alors donc, c'est par la revue Liberté que j'ai découvert Georges Giverneau. Et je dois vous confier aussi que j'ai toujours eu un faible pour les méconnus. Ou j'ai toujours pensé aussi, peut-être ça sera ici l'occasion de m'expliquer sur ma très 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 faible importance dans le monde des lettres. Eh bien, c'est quelque chose qui me plaît plutôt parce que j'ai toujours considéré qu'être connu d'une certaine manière, c'était presque une faute de goût. Et le succès aussi, une chose obscène. Et l'ambition, le signe d'une volonté chétive, cherchant toujours à prouver sa puissance. Je reviens à Hiverneau. Ce que André Major relève dans cette fameuse revue de Liberté, il dit qu'il nous épargne le récit historique et il nous livre son expérience de l'indignité. Vous voyez, l'expérience de l'indignité, ne pas avoir d'endroit où on peut chier en toute liberté, en toute quiétude, sans avoir soi-même à subir les effluves de ses compagnons. Et l'expérience aussi du dénuement et spirituel et de l'angoisse. Il dira aussi, je paraphrase, que le véritable courage, c'est d'affronter sa propre angoisse. Et on revient un peu aux vidéos
à quelques vidéos que j'ai commises il y a quelques jours sur l'éthique de la désillusion. Eh bien, c'est ce qu'a fait Yverneau, mais il l'a fait sans en faire tout un plat. Il l'a fait sans développer de métaphysique ou d'engagement politique autour de ça. En fait, il a pratiqué l'éthique de la désillusion de manière involontaire, de manière presque de manière négligente. Et il notait dans les fameux carnets, dont je vais vous lire quelques aphorismes, il notait ce qui se passait autour de lui, décrivait ses compagnons avec qui, bien souvent, il ne partageait rien, aucun goût commun, aucune grandeur. Il les observait sans inimitié, mais également sans trop d'empathie. Alors, mais c'est au cours de cette expérience de séquestration à plusieurs, d'enfermement collectif, qu'il a développé un appétit, un goût pour le bonheur. Le bonheur était devenu tout à coup une chose cruciale dans son existence. Et même s'il jugeait que la culture était une chose qui ne nous rendait pas la vie plus facile, il disait cette phrase absolument extraordinaire, ce qu'il attendait de la culture et en particulier des livres, cette phrase: au lieu de divertir, le livre doit avertir. Alors voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Il a écrit 2 livres. 2 livres, La peau sur les os. Et le deuxième titre, Le wagon à vache. La peau et les os est paru en 1949. Le wagon à vache en 1953. Les 2 livres n'ont eu aucun retentissement, aucun succès. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que la critique avait été assez assassine à leur égard. Et il avait été finalement professeur à l'École normale d'instituteurs de la Seine, où il enseignera jusqu'à sa retraite. Et sans doute jugeait-il plus important de donner le goût des lettres à ces jeunes étudiants. Et il était très aimé aussi, très aimé. Et puis, voilà, il s'était détourné de la littérature après ces 2 expériences malheureuses. N'en a pas fait toute une histoire non plus, n'ayant pas mis sur un piédestal la littérature. Avant de vous lire quelques-uns des aphorismes que j'ai recueillis, ah oui, avant d'oublier, il avait un regard très dur sur la société de consommation. Il jugeait qu'elle n'était pas... qu'elle ne rendait pas les êtres humains heureux. Qu'il fallait des choses beaucoup plus simples pour nous rendre heureux. Et avant que j'oublie, pour répondre aux commentaires de Geneviève, qui peut-être écoutera cette vidéo, c'est que c'est vrai que ça ressemble à rien, ce que je fais, et je sais même pas ce que je fais. Je sais que je suis animé par un désir irrépressible de m'exprimer, tant à l'écrit qu'à l'oral, mais je ne souhaite pas... J'étais un peu accablé l'été dernier quand quelques-uns d'entre vous, fort bien intentionnés, m'ont voulu m'offrir quelques trucs pour augmenter mon auditoire, mais ayant moi-même appréciant beaucoup les obscurs, ayant même un faible pour les obscurs, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ne lit pas, mais ça c'est la règle, ne pas être lu. Mais ceux qui œuvrent dans le secret, qui œuvrent dans la pénombre, qui font des choses quand même, parce que je n'irai pas jusqu'à dire comme Henri Miller, qui regrettait à la fin de sa vie d'avoir écrit
que si c'était à refaire, il mènerait l'existence la plus humble qui soit. C'est un bel idéal de vie. Ce n'est pas un idéal de vie qui nous est proposé, cependant. Nous sommes dans la démesure. Nous sommes dans la démesure, oui, collectivement, et parfois individuellement. Et donc, je ne sais pas ce que je fais. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la psychanalyse. Je ne crois pas non plus que ça relève des cours magistraux. Telle n'est pas mon intention, en tout cas. Ça relève peut-être un peu comme le disait Hyvernaud, d'une sorte de description du concret. Et à la toute première base de ma première vidéo, faite il y a plus de 11 ans, vous vous rendez compte quand même, ce que je voulais faire, c'était montrer la démesure, la passion d'un lecteur. Et là, j'ai été entraîné de lecture en lecture, j'ai été entraîné dans ma folie de lecture. Au fond, ça serait peut-être une autobiographie par les livres, l'évocation d'une vie par les livres des autres. Peut-être ça pourrait ressembler à ça. Une sorte de documentaire intime. Peut-être. J'avance ici quelques idées parce que je ne me suis jamais vraiment arrêté sur le pourquoi de cette démarche. Mu par un irrésistible besoin d'expression, mais sans finalité. Je n'aurais jamais souhaité, par exemple, faire tout ça pour être recruté dans un média de masse ou dans un média plus important. J'apprécie plutôt le fait que, là, depuis 4 jours, j'enregistre avec ma Sony HD et je commence à mettre